Bienvenue à toutes et à tous dans Conversation, une émission de Madame Figaro. Comme chaque semaine, avec mon invité, nous allons parler de ses goûts, de son histoire, de ses choix, de ce qu'elle vient de sortir. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Sophie Fontanelle. Bonsoir Sophie, Merci. comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va? Sophie, on se voit, vous êtes ici pour parler de votre nouveau livre, votre nouveau roman qui vient de sortir, qui s'appelle Admirable. Pour faire le pitch très simplement, c'est l'histoire de la dernière femme ridée sur Terre. Mais avant d'en parler, j'aimerais bien vous poser une question que je pose à tous mes invités, une question un peu rituelle. Ça fait quoi d'être Sophie Fontanelle en ce moment? J'y pense pas. J'arrive pas à y penser. Parfois, je me dis, ça ferait quoi d'être Sophie Fontanelle? Parce que c'est tout un chemin pour vraiment devenir soi-même, quoi. Je trouve que je construis quelque chose, voilà. Sophie, je vous ai demandé, pareil comme tous mes invités, de m'envoyer une photo. Une photo prise un peu dans vos archives, un truc qu'on trouve au fond de son téléphone. Et vous avez envoyé cette photo. Oui. Et j'aimerais bien que vous me racontiez ce qu'est cette photo. Je l'ai envoyé puisque le roman parle d'une femme avec des rides. Et moi, j'ai écrit ce roman parce que je me demandais quel modèle je pouvais avoir de femme avec des rides. On cherche toujours dans ces cas-là les comédiennes. Alors, on tombe un peu sur un os, si je puis dire, parce que les comédiennes, elles sont souvent entièrement, partiellement un peu améliorées, quoi, si je puis dire. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai eu des modèles. Ouais. J'ai eu des femmes que vous voyez là. Elles s'appellent Nounette et Boubouch. Ouais. Donc, en fait, c'était Nicole et Béatrice. Et c'était les amies de ma mère. Ouais. Et moi, j'ai été élevée avec des femmes avec des cheveux blancs comme ça, donc j'ai déjà écrit là-dessus, et qui avaient des rides, et qui étaient des coquines, quoi. Ah oui? Vraiment des coquines. Ah ben, elles étaient extraordinaires. On était dans la piscine, sur la Côte d'Azur, dans une piscine qui était une piscine, c'était pas qu'à nous, quoi, c'était une résidence. Et dès qu'elle voyait un beau gars, elle s'approchait. Elles allaient lui parler. Au début, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces femmes? Et ils se faisaient complètement ensorceler, en fait. À la fin, il était sous un parasol avec nous. Il voulait quitter sa femme. Ah oui, pour elle. Oui, Pour vous. Cette photo date de quand? Oh, moi, je dirais qu'elle date des années 80. Elle pourrait avoir été prise aujourd'hui. Elle pourrait avoir été prise aujourd'hui et aussi dans différents pays du Sud. Ouais. Elle pourrait aussi être une photo peut-être un peu des années 60 aussi, quelque part, même si c'était... sauf qu'elle est vraiment très en couleur, on sent le Kodachrome. Et en fait, pour moi, c'est des photos du bonheur. Et je trouve ça beau de relier ce bonheur, c'est des photos de la beauté, ces femmes sont belles, de la malice. Et souvent dans la mode, parce que moi je travaille aussi dans la mode, quand on montre des femmes ridées, on les montre très sérieuses. Et quand on prend de l'âge, il vaut mieux rigoler, quoi. C'est plus joli. Je me demandais d'où vous est venue cette idée de la ride, de la dernière femme sur Terre avec la ride. Est-ce que c'est quelque chose qui a mis longtemps à émerger, ou est-ce que comment ça arrive, une idée comme celle-là? Sans doute que ça circule en moi pendant longtemps. Ouais. Et que je me sens, quand je suis dans des groupes comme ça, j'ai un peu l'impression, j'aurais jamais cru qu'un jour ça me viendrait, cette idée, mais que je me dis, mais en fait, mais je suis peut-être la plus vieille, en fait, alors que j'ai que 60 ans, enfin 61 ans. Et donc, tu me dis, dans le monde de la mode, tout d'un coup, je me sens étrange. Et il m'est déjà arrivé de me sentir la dernière femme ridée sur Terre, alors que des rides, pour l'instant, j'en ai surtout dans le cou. Voilà, parce qu'on ne vieillit pas tous de la même manière. Mais j'y pense, en fait, depuis longtemps. Et un jour, j'étais sur la plage en Normandie. C'était mon anniversaire, je venais d'avoir 60 ans. Mon frère m'avait dit, c'est fantastique, tu vas avoir la carte senior. Et je me suis dit, où ils sont les modèles? Où ils sont les modèles? Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer cette femme, qui n'est pas moi, hein. C'est un personnage de fiction, et elle s'appelle Admira, et c'est vraiment quelqu'un elle est ridée, elle est heureuse, et en même temps, elle sait que c'est quelque chose d'avoir des rides, hein. C'est pas juste... ce serait une posture de dire même pas mal. C'est pas mal un peu. Ouais. Mais c'est un travail qui s'inscrit dans un mouvement même un peu plus long. C'est-à-dire, vous avez aussi travaillé sur les cheveux blancs.
et qu'à un moment, vous êtes passé à ça. Et que ça a été une forme très forte de position très forte, en tout cas. En fait, D'affirmer ça, c'est-à-dire vous êtes dans une affirmation de ce que vous êtes, de votre âge et de l'avancée aussi dans l'âge. Ce qui est assez rare aujourd'hui. mais quand j'ai vu que je vieillissais, en fait, enfin, on vieillit tout le temps, même quand on est un bébé, qu'on marche, on est déjà en train de vieillir. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des choses qui faisaient que, bien évidemment, je n'étais plus cette fille d'un âge indéterminé que je croyais que j'étais, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai toujours été curieuse et toujours été un peu joueuse. Et je me suis dit, mais ça va être amusant de regarder ce que c'est. Et les cheveux blancs, c'est par curiosité que j'ai laissé pousser mes cheveux blancs. Je me suis dit, mais est-ce que ce serait possible que j'ai comme ça un Everest au-dessus de la tête? Et je n'en revenais pas, je jubilais d'avoir ces cheveux blancs comme ça. Et ça a permis de désinvisibiliser les femmes avec les cheveux blancs, puisque j'étais quelqu'un d'un petit peu, enfin, je ne suis pas une star, mais un petit peu public, qui tout d'un coup le faisait, en parlait, était moderne, enfin, perçu comme moderne. Alors, c'est pareil pour les rides. Les rides, moi, je ne m'enlève pas les rides. Je fais des choses. J'ai mes dents, à un moment donné, il a fallu améliorer. J'ai fait recoller mes oreilles quand j'étais jeune. Mais les rides, non. Je n'ai jamais touché à mes rides. Et pourtant, maintenant, j'en vois venir. Il faudrait vraiment s'approcher, mais moi, je sais qu'elles viennent. Et ça ne fait pas plaisir. Mais je suis quand même curieuse de voir comment je vais accompagner ce visage Ah oui. au lieu de le fossiliser, en fait. De voir comment il va évoluer. Oui, puis qu'est-ce que ce serait? Ce que j'ai imaginé dans Admirable, c'est un monde où, par le miracle d'un médicament, on n'a plus de rides. Oui, vous êtes dans de la science-fiction là-dedans. Enfin, dans ce livre, c'est dans vraiment c'est de l'anticipation. On y est déjà un petit peu grâce au filtre. Ben, ce serait comme si, en fait, on pouvait avaler une pilule et puis ça faisait qu'on n'avait pas de rides ni sur les mains, ni la peau ne se ridait pas. Cette idée, elle m'est venue il y a longtemps, cette histoire de médicaments, elle m'est venue il y a longtemps parce que je parlais avec Dominique Isserman, célèbre photographe, et on était en train de déblatérer sur les personnes entièrement traficotées qu'on connaissait. Et à un moment donné, elle m'a dit, mais oui, mais tu sais, il faut faire attention, parce que s'il y avait une pulvérisation qui pouvait enlever les rides, et que c'était beau, on le ferait tous. Enfin, tous, je dis d'ailleurs, parce que c'est toutes et tous. Et ça m'a fait réfléchir qu'en fait, pourquoi, elle le disait, Dominique, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'en fait, c'est raté. Ouais. Pas au début, mais assez rapidement, on a un peu une tête bizarre. Ouais. Sophie, je vais vous faire écouter de la musique. Hein, et je ne vous dis pas ce que c'est. Et on va voir si vous reconnaissez. C'est la peintre éthiopienne, la musicienne éthiopienne. Absolument, vous avez reconnu. Ouais. J'ai dit peintre, c'est drôle, hein? C'est vous qui m'avez fait découvrir, c'est en voyant un post Instagram sur votre compte, sur cette femme qui venait de mourir, que j'ai découvert son travail, quoi. Vous savez ce que j'adore dans le... Parce qu'on parle des rides et tout ça, mais la chose la pire à rider, c'est la curiosité. Et donc, en fait, de pouvoir attraper tout ce qui passe dans la vie, les gens, ils disent les réseaux sociaux, mais en fait, d'attraper tout. Et de pouvoir fouiller, aller de l'avant. Moi, j'ai écouté ça. Tout d'un coup, je suis allée voir. J'ai regardé un documentaire sur elle. Ça m'a emmené à plein de musiques éthiopiennes, complètement différentes. C'est ce que j'adore dans la vie. Ouais. Oui, je vous l'ai fait écouter parce que je savais que vous avez entendu ça, mais c'est aussi parce que c'est une femme qui est décédée finalement à 100 ans. Elle a eu son décès l'année dernière, elle avait 100 ans. Et toute sa vie, elle a forgé son art. C'était une religieuse, elle était à la fin de sa vie dans un couvent à Jérusalem. Et elle n'a pas arrêté de jouer. Et elle a cette expression musicale finalement assez limpide et assez directe, qui touche immédiatement. Et j'avais l'impression que ça vous touchait à vous quand vous m'en aviez parlé, parce que ça reflète quelque chose aussi de vous, de votre façon peut-être aussi d'écrire. J'ai l'impression de retrouver un peu ça dans votre façon d'avancer, cette écriture assez directe et assez limpide. Mais je sais que mon écriture, enfin je sais pas faire autrement, j'essaie d'avoir une écriture très douce, et donc cette femme, ça n'a pas été facile, il y avait des moments où elle ne pouvait pas jouer du piano, enfin c'est une vie avec des entraves. Moi aussi j'ai eu une vie avec des entraves, je n'ai pas l'air. Et en fait, tout d'un coup, de répondre à la complexité, aux vicissitudes, en fait, comme on dit, de répondre par la limpidité, de ce qu'a fait Chet Baker aussi, hein, de répondre comme ça. Alors,
C'est à différents niveaux. On le fait avec génie, pas avec génie, avec talent. Il y a des gens qui le font peut-être sans talent, mais ils le font quand même. De dire qu'en fait, il y a une possibilité d'adoucissement. Et moi, je pense qu'il y a une chose qui est très importante sur les rides. J'ai voyé dans le roman de Agnès de Sarthe, Le Château des Rentiers, elle parle à un moment donné, quand elle touche la peau de quelqu'un qui est vieux, de la douceur de la peau. Jamais personne dit que plus la peau vieillit, plus en fait elle est douce à toucher. Et elle est douce à entendre. C'est comme un Glenn Gould apaisé, en fait. Hein, ça. Glenn Gould, Chet Baker, c'est ce que vous écoutez comme ça? Qu'est-ce que vous écoutez? Je me demandais justement, est-ce que vous avez une bande-son chez vous? Est-ce quelque chose comme ça Moi, je qui est tire des récurrent? fils. C'est-à-dire, ça va bien pour quelqu'un qui aime bien la mode et qui est fille de couturière. Je tire des fils. J'entends, l'autre jour, je vois passer encore sur Instagram une vidéo où on voit Leonard Bernstein en train de jouer. Bon, bah je pars, je vais aller m'acheter une bio, je vais lire les mémoires de sa fille, je vais aller regarder, je vais écouter des masterclass, je vais fouiller. Et puis, je trouve extraordinaire, parce qu'on dit toujours que c'était mieux avant, mais il y a un truc extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'avant, il fallait acheter des albums. Maintenant, on peut choisir les morceaux. Et il y a cette chose fabuleuse que vous écoutez, vous allez où vous porte votre désir. Vous écoutez comme ça des petits bouts, puis vous faites votre bibliothèque. Puis un jour, vous mettez en aléatoire dans la maison et vous avez qu'est-ce qui vous a fait jouir, que vous avez entendu 1 minute, et puis là, vous l'avez. C'est ce que la culture apporte de génial aujourd'hui quand même. Je me demandais, en vous lisant, je me suis souvent demandé ce que votre pratique de la mode, de l'écriture sur la mode, votre pratique journalistique, vous êtes journaliste, vous écrivez pour l'Obs, vous avez été au magazine Elle avant, etc. Qu'est-ce que cette pratique-là apporte à votre écriture littéraire? Ça m'a apporté un moment quelque chose d'extraordinaire, qui est que il a fallu écrire vite. Et donc, en fait, je connais tellement de gens paralysés par la feuille blanche. Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'écris, après je retravaille énormément. Il y a des moments où je me prends pour un génie, des moments où je me dis, bon, bah alors là, vraiment, faut sur génie, on va se calmer. Mais ça m'a appris à aller vite. Et puis, ça me rend un immense service. C'est que la mode, être critique de mode, ça prend, il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de choses, ça prend beaucoup de temps. Ce qui fait qu'en fait, le temps, et il est long, le temps qu'on consacre à écrire un livre comme ça. C'est très, très long. C'est des heures et des heures et des heures. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut aller vite quand on écrit, aller dans les deux cas, quoi. Il faut aller vite pour écrire sur la mode. Et on pourrait croire que c'est une vie hystérique et pressée, non. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a aussi les siestes, les amis, le temps, les sentiments. Mais apprendre à écrire plus vite, c'est quelque chose de... Mais j'ai dit à une amie, il faut écrire en piqué, quoi. Faut y aller comme ça, il faut dire comme ça. Et puis après, pour travailler, voilà. Ça m'a appris ça. L'écriture journalistique, quand je la lis dans les journaux, alors moi je suis très atypique par rapport à l'écriture journalistique, hein, j'ai toujours fait, on dit toujours édito, chronique, mais je la trouve très souvent conventionnelle, hein, et donc j'ai une immense admiration pour les gens qui ont le talent ou qu'on autorise à montrer autre chose. Je me demandais si, est-ce que cette écriture justement sur la mode, est-ce que ça vous a donné un sens du détail dans l'écriture des livres? Il y a beaucoup de détails, il y a un sens, des choses très très précises dans ce que vous racontez. Et d'ailleurs, il faut l'être quand on parle de rides. Voilà. Donc, Alors j'écris de manière très, très, très précise, très ciselée, mais en même temps un peu, enfin j'espère un peu lyrique, mais ce n'est pas, en fait, ce que m'a appris le journalisme, notamment avec une femme qui s'appelait Juliette Boisrivaud, qui dirigeait Cosmopolitan, le magazine qui vient de décéder, cette femme. Elle m'avait appris, pas de théorie, les choses sont mises en situation. Et donc, c'est ce qu'on trouve, par exemple, dans Hemingway. On voit bien qu'il n'y a pas de théorie, les choses sont mises en situation. Chez Kessel, c'est pareil. Donc, moi, j'aime beaucoup cette écriture, bien que je savoure les moments où tout d'un coup, j'entre dans la théorie, enfin, la théorie, bon, dans les choses plus abstraites. Mais j'ai appris, le journalisme m'a appris à avoir la preuve, par l'exemple, de tout, en fait. oui, votre livre, c'est vraiment ça. C'est un récit, c'est des mises en situation avec plusieurs personnages. On est vraiment dans du roman, quasiment d'anticipation. Mais en fait, je lis beaucoup de livres parce que je participe à un prix littéraire. Donc, je lis beaucoup, beaucoup de romans et je m'ennuie. Et Ah oui? dans beaucoup de livres.
Et donc, en fait, je me dis, déjà, faut pas que les gens s'ennuient là-dedans. Parce que si je passe par une histoire romanesque avec une héroïne, enfin, c'est quand même complètement loufoque, hein, toute l'histoire, enfin, pas loufoque, mais elle est vraiment très barrée, l'histoire. Mais si je pars par tout ça pour intéresser les gens, faut qu'il y ait du suspense, faut qu'ils se demandent à la fin de chaque chapitre ce qui va se passer. Et tout ce travail-là, j'adore le faire, en fait. C'est un respect du lecteur. Je vais vous citer une phrase que je sors totalement hors de son contexte de votre livre, qui n'est pas du tout un livre théorique, mais la phrase pourrait faire croire. Si vieillir est un processus naturel, j'étais fier d'avoir, au moins à cette extrémité, conservé une sorte de jeunesse. L'extrémité, ce sont les pieds. Ce sont les pieds, oui. Ce sont les pieds. Et votre livre balance entre ça, c'est-à-dire être fier de vieillir tout en conservant une forme de jeunesse dans cette avancée. C'est de la juvénilité. Ouais. C'est que les mains, j'ai les mains exactement comme les mêmes mains que ma mère, et c'est des mains très fines. Celle de ma mère, elle s'était un peu cabossée, etc., mais elles avaient gardé, comme ses pieds, une espèce d'intrépidité. Et c'est quand on... C'est ce que j'essaie de montrer à travers cette héroïne, c'est qu'elle est à la fois authentiquement vieille, elle est beaucoup plus âgée que moi, elle est authentiquement vieille, et en même temps, de temps en temps, elle fume de la marjolaine. Après, elle apprend, elle est persuadée que ça la fait planer, elle apprend que ça fait absolument rien, mais elle se fait son petit joint de marjolaine. Et ça veut dire pour moi qu'elle n'a même pas besoin qu'il y ait un principe actif pour planer, en fait. Elle est heureuse de vivre. Oui. Ouais. Je vais vous donner quelques mots qui me sont venus comme ça, en lisant votre livre, en regardant un peu ce que vous faites. Le premier mot, c'est style. C'est une vraie question parce que quelqu'un m'a dit, là, dans les interviews que je donne, oui, mais vieillir avec style, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai. C'est vrai que le style, si vous voulez, ça peut pas vous venir à un moment donné. Le style, c'est quelque chose que vous avez c'est un vrai désir. Voilà, un vrai désir d'avoir du style. Ça, et ensuite, le style pour l'écriture, c'est-à-dire qu'on reconnaisse une écriture en lisant quelques phrases, c'est ma fierté. Et même sur Instagram. J'écris sur Instagram en essayant de mettre une qualité littéraire là-dedans sans me la raconter littéraire. C'est un équilibre. Je passe à mon deuxième mot que vous venez de dire, c'est Instagram. Vous êtes très présente, vous êtes très suivie et vous captez beaucoup de choses que d'autres ne captent pas. J'imagine que c'est vraiment c'est devenu une grande partie de votre vie. Parce que j'ai pas de mépris. Parce que quand quelqu'un me dit t'es moche, je dis oh mais j'allais le dire. Et du coup ils le disent plus parce que ça marche pas. Et parce que j'ai pas de mépris pour moi ma logique, ma philosophie d'Instagram, à part que je respecte les gens, j'écris, je réponds et tout ça, ma philosophie d'Instagram, c'est je peux me montrer, puisque j'ai toute une quête sur comment ça me va à moi, les vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans la mode? Comment je vais m'habiller, moi? Mais aussi, je regarde le monde. Et je montre un roman que j'ai aimé, quelqu'un dans la rue que j'ai trouvé intéressant. C'est un équilibre. Et là où on est perdu sur Instagram, c'est quand on est perdu dans son narcissisme. Ouais. Un autre mot, c'est humour. C'est très important. Mais pour tout vous dire, je pense que j'en ai un peu trop. Ah bon? Parce que... on peut en avoir trop? Oui, on peut en avoir beaucoup, beaucoup. Oui. Mon frère s'appelle Marc, je m'appelle Sophie, et quand notre père est mort, on a dû mettre Marc et Sophie ont la douleur de vous faire part, et qui était un feuilleton Marc et Sophie. Bon on a fait tout l'enterrement en hurlant de rire, quoi. Donc j'en ai dans des situations où j'en ai vraiment beaucoup. Oui, je vois. Le mot suivant, c'est magazine. Ah. Vous avez grandi là-dedans. J'avais peut-être un don pour écrire. En tout cas, des gens jugeaient ça, que j'en avais un. Donc, je suis allée écrire dans des magazines. Et comme c'était des magazines féminins, ça a permis à des critiques littéraires de dire, quand je sortais des livres, la célèbre plume de presse féminine, de magazines féminins, avec un bon petit mépris épouvantable qu'on n'aurait pas eu pour quelqu'un d'un magazine masculin. Donc, j'ai vu à la fois le mépris que ça pouvait susciter, et puis après, j'ai vu les magazines féminins
lutter, parce que c'est une vraie lutte, parce qu'ils sont coincés entre ce qu'ils sont obligés de faire pour survivre et la conscience qu'ils ont du fait qu'ils devraient complètement évoluer, quoi. Je pense que c'est pas du tout facile. Mon prochain mot, vous avez parlé de votre frère, mais mon prochain mot, c'est famille. J'ai une toute petite famille, j'ai un frère, j'ai 2 neveux, leur maman. Mon frère est divorcé, séparé, et en fait, mon père, ma mère, ils sont décédés, tout simplement parce qu'avec le temps, les gens verront, hein, ça se clairsème. Et, et ma famille, elle est devenue complètement sacrée. Et comme j'aurais jamais cru ça, moi, quand j'étais gamine, j'étais famille, je jouais, j'étais tout en André Gide, quoi. Ben, je dis plus ça. Extravagance. Moi, je crois que l'extravagance, je l'aime pas quand c'est une extravagance qu'on peut dire, voilà, elle est tellement originale et que tout d'un coup, c'est parce qu'on se met un chapeau avec des plumes. J'aime pas cette extravagance. En revanche, l'extravagance de dire à quelqu'un qui dit t'es moche, j'allais le dire, celle-là, je l'aime bien. Donc, en fait, c'est vraiment un dosage et on en revient à la douceur, hein. C'est d'avoir la petite extravagance. On parlait de Leonard Bernstein. Ouais. Quand on le voit jouer, il y a une extravagance dans la manière on lui a parfois même reproché, dans la manière dont il dirige un orchestre. Il en fait beaucoup. Mais c'est mesuré. J'ai du mal avec... Dès que ça passe, que c'est le clown, ça me fait peur, en fait. Ça me terrorise. Est-ce que c'est aussi ça que vous essayez d'attraper quand vous prenez des gens en photo, en vidéo sur votre Instagram? Une forme un peu d'extravagance, ou en tout cas d'être un peu sur le devant? Quelque chose de différent, peut-être? Je sais pas, je crois pas. Je crois que je prends les gens quand tout d'un coup j'ai l'impression que c'est réussi, qu'ils sont émouvants dans ce qu'ils ont essayé de faire avec leurs vêtements. Parce que si je suis critique de mode, moi, c'est parce que j'aime tellement regarder comment les gens s'habillent. Pour moi, c'est vraiment une seconde peau. C'est pas parce que j'aime les marques. Ouais. Émouvant, c'est un mot qui vous va bien, parce que je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce que vous faites, dans ce que vous écrivez, dans ce que vous tentez d'écrire. Ah, je crois que c'est... Moi, par exemple, quand j'entends parler de la manière dont les femmes vieillissent, et qu'on dit, ou ces femmes qui sont tellement puissantes avec leur âge comme ça, et tellement, comme on dit, encore sexy, cette expression horrible, moi, je n'ai pas envie d'être perçue comme encore sexy. De toute manière, ça, c'est l'intimité. J'ai envie d'être perçue comme émouvante et d'être émue par quelqu'un. Et vous savez quoi? C'est un gros chantier. Et une fois qu'on est ému, après, les gros mots, et toute la gauloiserie peut arriver. Mais d'abord, l'émotion. Mon dernier mot, c'est une question. Si votre écriture était une couleur? Ah, ce serait... c'est difficile, hein. Ce serait jaune d'or. Ce serait Jaune d'or. jaune d'or. Voilà, parce que c'est une couleur qui à la fois peut être celle d'un tissu, d'un métal, de la nature. C'est un peu l'Orient. Sophie, le mot de la fin, nous allons le laisser à quelqu'un qui nous a envoyé un message pour vous, une petite vidéo. Je vous laisse découvrir. Hello Sophie, ici Violette depuis New York. Je m'apprête à aller en cours, mais j'espère que vous avez passé un très beau moment sur le plateau télé de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis tellement contente qu'on m'ait demandé de faire cette vidéo parce que ça me permet de réaffirmer que tu as été une telle marraine en littérature. Tu m'as appris tellement de choses, tu m'as appris la beauté de la valse avec les mots, le délice de s'écarter un peu de la réalité sans que personne ne le remarque. Et voilà, comment se faire emporter par la poésie d'une chose qui peut paraître tout à fait quotidienne. Et je te remercie beaucoup pour cela, je te remercierai jamais assez. Donc je suis très contente de pouvoir faire cette vidéo. Je vous embrasse fort, Paris me manque déjà. Gros bisous. Eh bien. C'était un message de Violette Dourceau, vous l'avez reconnu. On a reçu Violette il y a quelques semaines. Elle avait sorti son premier roman, c'est La fille d'une de vos amies, Inès de la Fressange. Voilà, on tenait à ce que ce soit elle qui vous envoie ce petit mot. Maintenant, elle est à New York. Vous voyez, quand vous entendez parler Violette, vous comprenez qu'elle sait écrire, en fait. Ouais. Ça s'entend quand elle parle. Et moi, quand elle m'a dit « je veux écrire », évidemment, j'ai entendu.
un peu comme un psychanalyste, vous savez, qui a l'écoute bienveillante et puis qui écoute. Et je l'ai encouragée à mentir. Je l'ai encouragée à se libérer de tout ce qu'elle croyait, de ses devoirs envers la réalité. C'est un magicien, un écrivain. Il ne fait pas un constat. Sophie, pour le vrai mot de la fin, je vais voler une phrase de la dernière page de votre livre, parce que j'aime beaucoup. Elle est évidemment hors de son contexte, mais je vais quand même la lire. Je pense qu'elle vous va bien. On va la laisser comme elle est. Elle est précieuse. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.